Plus de 900 000 blessures par an en France liées au sport. Ma récente vidéo sur les méthodes d'entraînement qui détruisent le corps a plus de 400 commentaires, dont une grande majorité sont des témoignages de sportifs de longue date qui ont été complètement cassés par l'entraînement. Et il faut dire que j'en fais partie, puisque une opération de la hanche en 2006, puis une opération récente, cette fois encore de la hanche, mais une prothèse totale de hanche à 45 ans. J'ai souffert quotidiennement pendant les 5 dernières années, mais le gros avantage, c'est que ça m'a poussé à faire des recherches, à comprendre et à trouver des solutions. Et dans cette vidéo, je vais te partager mes découvertes et surtout ce que je vais faire pour redevenir performant sans compromettre ma santé sur le long terme. Je pense que souvent, dès le départ, on fait fausse route. On se fixe un objectif du type soulever 200 kg soulevé de terre, courir un 10 km en 45 minutes ou faire le grand écart et toucher le sol. D'un côté, ça aide d'avoir un objectif ambitieux et quantifiable. Et en plus, ce sera pratique pour faire un programme ensuite qui va être cohérent avec l'objectif. Le problème, c'est l'objectif. Je pense qu'on devrait avant tout se concentrer sur les fonctions qu'on veut développer, maintenir ou améliorer. Certaines devraient être communes à tout le monde et d'autres plus personnelles. Alors je vais te lister plein de fonctions qui, je pense, devraient être communes à tout le monde, mais encore une fois, ça peut être très personnel en fonction du cas de chacun. Je ne vais pas tout expliquer, sinon la vidéo va être indigeste, elle va durer une plombe, c'est pas le but. Là, j'ai beaucoup de choses à te dire sur ce sujet, donc ça va être déjà assez long. Si tu veux vraiment aller plus loin et que tu veux me suivre dans mes recherches, mes expériences, il y a le Padawan Club, c'est ma newsletter gratuite. Et là, je vais lancer un nouveau truc, une sorte de laboratoire d'expérimentation où je vais te partager mes trouvailles, mes entraînements, mes recherches. Ce sera toujours dans le Padawan Club, je te mets le lien dans la description. Il y aura une application mobile et tout, tu pourras tout suivre. Et ça reste bien sûr complètement gratuit. La première fonction, pour moi, évidemment, c'est de marcher. Et dans le cycle de la marche, il y a énormément de choses. On peut se dire que la marche, tout le monde sait marcher, mais en réalité, quand on analyse le cycle de la marche de quelqu'un, on voit souvent pas mal de dysfonctions et déjà pas mal de problèmes. Donc, c'est pas si acquis que ça. Il y a souvent plein de compensations qui se mettent avec le temps. Et donc, le cycle de la marche et le renforcer, c'est quelque chose de vraiment primordial. Et pour moi, c'est par là qu'on devrait commencer. Après, il y a plein de manières de le faire, mais je vais continuer d'abord de te lister les fonctions et je ne vais pas tout te détailler comme ça, sinon, comme j'ai déjà dit, ça va être beaucoup trop long. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après marcher? On a courir, on a sauter, on a ramper. Dans ramper, ce qui est cool, c'est que tu vas retrouver s'accroupir et se relever, ne pas avoir peur du sol, tu vois. Absorber, réussir à absorber les impacts de différentes manières, changer de direction, donc ça va comprendre tourner, pivoter, se stabiliser, s'équilibrer, soulever, tirer, pousser, lancer, grimper, attraper, coordonner ses gestes et ses actions, réagir, donc ça veut dire le travail de réflexe, vitesse de réaction et d'exécution, l'agilité, être précis, accélérer, décélérer, et puis bien sûr, respirer. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il peut y en avoir encore plein d'autres. Et là, je vais te citer simplement quelques fonctions supplémentaires qui sont plus personnelles. Donc pour moi, ça va être de boxer, de lutter, de kicker, de nager. Voilà, tu vois. Donc c'est des choses pour moi qui sont pas fondamentales, même si on peut dire tiens que nager, ça pourrait être fondamental. Mais en réalité, on peut se dire qu'on n'a pas réellement besoin de nager pour la plupart des gens qui sont citadins et tout. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à maintenir pour moi et que j'ai envie de pouvoir développer, ne serait-ce que pour pouvoir jouer dans l'océan, dans la piscine avec mes filles. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on est avancé, mais on ne sait pas vraiment encore comment mettre en place tout ça. Ça peut paraître vraiment très compliqué de se dire c'est un programme qui va être intenable et tout ça, donc je vais t'expliquer d'abord un petit peu les méthodes et ensuite comment les mettre en place. Donc première méthode que je voulais mettre en avant, c'est le travail isométrique, donc le travail d'isométrie. Si tu ne connais pas l'isométrie, grosso modo, ça va être comme si, je te donne un exemple, comme si par exemple tu poussais avec tes deux mains contre un mur le plus fort possible. C'est une contraction musculaire sans mouvement. D'accord, l'isométrie, il y a plusieurs types d'isométrie, mais pour faire simple et rester vraiment sur du fondamental, voilà. Pour moi, l'isométrie, le gros avantage, c'est qu'on peut faire du travail de force maximale, mais de manière très peu risquée. Récemment, là, j'ai trouvé deux outils que je trouve qui ont l'air vraiment très intéressants, mais en réalité, tu peux faire aussi beaucoup de choses sans ces outils-là. Le premier s'appelle le 0RM, c'est une sorte de
de grosses bandes hyper rigides qui va être numérotée et assez large, et tu vas pouvoir transporter ça partout. Moi, j'ai pris ça là pour mes vacances, et tu vas pouvoir faire plein d'exercices avec. Ça coûte pas extrêmement cher, ça coûte un peu cher pour ce que c'est, et tu peux trouver des alternatives sans doute un peu moins bien, mais beaucoup moins cher. Et puis, autre chose que je pense ajouter dans mon nouveau club, la Neuros, qui va ouvrir en septembre, qui s'appelle le ISOFIT ou ISOFIT en anglais, qui est aussi pour du travail très spécifique d'isométrie. L'avantage, c'est que dans l'isométrie, c'est vraiment très dur de se faire mal, surtout si on est un minimum à l'écoute de son corps. Et on peut faire plein de choses. On peut faire donc un travail de force maximale, mais on peut aussi faire un travail d'endurance musculaire. Et autre chose qui peut être vraiment sympa avec l'isométrie, j'ai découvert ça récemment dans un système dans lequel je suis en train de me former. J'en suis qu'au début, donc il y a encore pas mal de choses que je dois comprendre, et j'ai un peu on va dire des hésitations parce que ça va à contre-courant de plein de croyances que j'ai déjà. Ça s'appelle le Muscle Activation Technique, MAT ou MAT en anglais. Et il y a une chose qui est mise en avant dans ce système, c'est l'activation musculaire ciblée qui va aider à corriger les compensations, mais des compensations parfois qu'on va mettre en place sans s'en rendre compte, où on n'active plus forcément les bons muscles et on va chercher l'activation d'autres muscles dont ce n'est pas la fonction première. Et le problème avec ça, c'est qu'avec le temps, donc c'est des compensations qui vont créer des douleurs et qui vont souvent mettre une surcharge sur des structures qui ne sont pas normalement en charge de produire ce mouvement, et ça va aboutir aussi à souvent des blessures ou des pathologies qui vont se développer dans le temps. Et en faisant de l'intensité courte et à très basse intensité, c'est-à-dire 5 à 10% de contraction. C'est hyper bizarre au départ, mais vraiment, je l'ai fait. Je me suis fait coacher en ligne par quelqu'un qui me fait faire les séances en plus de ma formation en parallèle, et ça fonctionne. C'est-à-dire que vraiment, je retrouve des activations et des contractions de muscles que je n'arrivais pas à utiliser. Je retrouve l'accès à ces muscles-là. Ensuite, mon coup de cœur du moment, c'est le rope flow. Donc, c'est un travail, tu as peut-être vu sur Internet, il y en a qui font ça sur YouTube, Instagram et compagnie. C'est un travail avec une corde où on va pouvoir faire un peu comme de la corde à sauter en quelque sorte. Si tu as déjà vu Floyd Mayweather, Mike Tyson qui faisaient des trucs de ouf avec la corde à sauter, qui font pas juste du saut. Sauf que là, tu sautes pas. Et il y a un gros travail en fait, de coordination. C'est pour ça que je trouve ça génial. Je retrouve un peu les sensations que j'avais dans mes premières phases d'apprentissage, notamment du Wing Chun, de quelque chose de technique, tu vois, où tu as un effort à faire de concentration, de coordination, d'agilité, de synchronisation. Donc je trouve ça vraiment génial. En plus, ça met de la rotation dans ton corps, dans ta colonne et tout, et ça travaille vraiment tout ce qui est fluidité et agilité. Je trouve ça vraiment génial. Tu peux, une fois que tu commences à comprendre les bases, il y a tellement de schémas différents que tu vas pouvoir faire avec cette corde. Je ne vais pas dire que c'est infini, mais après, tu peux créer tes propres flows et tout. J'en suis encore qu'au début, je suis un niveau débutant pour l'instant là-dedans, mais je trouve ça génial, hyper stimulant, et c'est de l'entraînement à basse intensité. Donc ça veut dire que tu peux avoir fait quelque chose de très fatigant, ou quelque chose justement où tu vas plutôt rigidifier un peu trop ton corps, et soit à la fin de la séance, là c'est ce que je fais en ce moment, pendant les vacances j'ai emmené une grosse kettlebell, et je termine souvent par du rope flow, et je m'échauffe avec du rope flow, et j'ai tendance même à de temps en temps prendre 5 minutes comme ça, avant d'aller manger ou quoi, et faire un peu de rope flow. C'est pas une obsession, mais voilà, c'est un truc qui ne demande pas d'échauffement, qui se fait hyper facilement. Il faut juste un peu d'espace, et je trouve ça vraiment génial. Et souvent, donc, je vais pouvoir faire ça à la fin d'une séance pour un peu délier mon corps si je sens que j'ai fait un truc qui m'a un peu trop rigidifié, un peu trop durci, ou le lendemain d'une séance intensive, pareil, pour faire quelque chose, bouger mon corps, mais faire attention à la récupération et à l'intensité. Alors j'en ai déjà parlé, mais les kettlebells, c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps. J'ai été même le premier vendeur en France de kettlebells. J'ai créé ma marque Forket, que j'ai fini par arrêter par manque de temps et d'envie. J'en avais un petit peu marre de gérer tout l'aspect logistique de la vente de kettlebells et tout. Mais c'est un outil que je trouve formidable. Et là, depuis que j'ai plus mes douleurs, je peux revenir, et je trouve ça génial. Et je revois en fait pourquoi j'ai tant aimé ça dans le passé. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas toujours, mais c'est le côté
absorption et restitution de l'énergie. Quand on fait ça bien, on va apprendre à absorber le poids et le rediriger, le renvoyer. Et il y a une nouvelle fois une sensation un petit peu, je trouve, comme dans les arts martiaux, les sports de combat, qui vont avoir, ou du moins ceux qui ont une pratique avec de la fluidité, où on va dévier, renvoyer. Et ouais, il y a un truc vraiment hyper agréable. Ça sollicite quand même ta coordination, ta force, ton endurance et ton relâchement. Il y a des moments, quand on a un bon niveau en kettlebell, on comprend que c'est pas que de la tension musculaire. Au contraire, il y a plein de moments de relâchement pour ménager en quelque sorte son effort et passer d'un état de production de force, mais production de force souvent avec du relâchement, puis de l'absorption et de la restitution. Enfin voilà, les kettlebells, je trouve ça vraiment génial. Il y a aussi les sandbags, c'est quelque chose que j'ai eu le temps de faire un petit peu avant d'avoir mon opération de la hanche, quand ça allait mieux. Et puis j'en ai refait encore un peu après l'opération, mais je suis parti en vacances rapidement, donc j'ai pas eu le temps de m'y remettre bien. Mais à nouveau, quelque chose que j'adore, parce que voilà, je veux arrêter la musculation classique parce que je suis convaincu que ça ne fait pas du bien, en tout cas dans mon cas, c'est mon avis, c'est que ça ne me fait pas du bien. Par contre, c'est vrai que j'aimais bien cette sensation de soulever quelque chose de lourd. Voilà. Je trouve que ça produit un truc, c'est quelque chose qui est aussi dans notre ADN. Et les sacs de sable, les sandbags, c'est d'une part, je trouve plus fonctionnel parce qu'on va pouvoir soulever déjà un poids qui est pas stable. Donc déjà, ça va créer une limite naturelle sur le poids qu'on va pouvoir soulever. Ça va nous empêcher d'aller trop loin, même si on a l'envie qui vient. C'est quand même très très dur, je trouve, d'aller très loin sur des sacs de sable. C'est plus fonctionnel dans le sens où on va pouvoir faire ça dans plein de positions, dans des positions parfois qui ne sont pas idéales. Et que ce soit le quotidien ou la plupart des sports, notamment les sports où il y a une interaction avec quelqu'un, c'est fait que d'imprévus. On ne peut pas se dire qu'on va rester tout le temps sur des positions parfaites, des lignes parfaites, des trajectoires prédéterminées. Il y a énormément d'inconnus, d'adaptations. Et le sac de sable, il y a beaucoup de ça dedans. Je trouve que c'est dans ce sens-là que je dis que c'est fonctionnel. Les gens, il y en a plein qui trouvent que c'est assez bullshit, que c'est un peu du n'importe quoi de parler d'entraînement fonctionnel. Mais moi, l'exemple que je prends, c'est moi qui fais de la lutte maintenant depuis longtemps et qui adore la lutte. Quand je regarde la lutte, il y a eu les Jeux Olympiques récemment, la lutte libre ou la lutte gréco-romaine, notamment la partie au sol. Quand ils viennent saturer quelqu'un au sol, le ramener et essayer de le soulever pour le jeter, ils sont dos rond, ils sont pas bien placés, l'autre il se débat, il bouge dans tous les sens, c'est hyper dur à stabiliser. Voilà, là pour moi le sandbag, ça va se rapprocher de ça. Et c'est pour ça que ça me plaît. Et je trouve que c'est quand même important d'avoir en complément du travail avec l'isométrie, qui est un travail où on va pouvoir développer de la force, mais de manière vraiment plus sûre, incorporer quand même du sac de sable, pas trop souvent, pas aller dans les extrêmes, mais voilà, le sac de sable c'est cool, on peut faire tellement de choses avec. Il ne faut pas se limiter au basique. Après, il y a vraiment plein de possibilités qui s'ouvrent à nous avec le sac de sable. Donc, ça va faire partie vraiment des outils de base que je vais utiliser très très souvent. Ensuite, il y a la pliométrie. Alors, si tu ne vois pas ce que c'est, grosso modo, c'est tout ce qui est rebond. C'est réussir à avoir un contact fort avec le sol et avoir ce côté absorption et restitution de l'énergie dont j'ai déjà parlé. Donc, c'est sa capacité à sauter. Ce que je vois souvent, notamment les personnes qui commencent à vieillir un peu et qui ne sont pas du tout actives, ils perdent totalement la capacité à sauter. C'est-à-dire sauter sur un objet, mais descendre d'un objet en sautant aussi. Et ça, c'est une fonction pour moi de base à maintenir. Et en plus, ça a l'avantage de développer énormément les capacités athlétiques. Souvent, on nous a dit qu'il ne fallait pas faire trop de séances de pliométrie, que c'est mauvais pour les tendons et tout ça, qu'on risque de se blesser. Moi, je suis des coachs, des physiothérapeutes étrangers qui, eux, disent tout le contraire maintenant, qu'il faut au contraire développer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on part de « j'ai jamais fait de saut » à « j'en fais 5000 la première séance », mais ils disent qu'il faut faire du volume. Il faut faire du volume parce que derrière, si par exemple on veut courir, on veut faire des choses, les impacts, on va en avoir beaucoup à absorber. Et donc, il faut améliorer cette capacité-là pour pas justement se faire mal dans les autres activités. Et puis, il y a plein de choses à faire avec la pliométrie. Ça peut être super fun. Il y a vraiment, c'est hyper riche aussi. Ça va stimuler donc la production de force élastique, ce côté absorbé, restitué. Ça va
permettent de travailler aussi de la coordination, de la synchronisation pour bien synchroniser le moment où on va toucher le sol et avec des changements de direction. Voilà, on peut faire plein de choses et donc c'est une qualité pour moi, une fonction primordiale à essayer de développer et de maintenir dans le temps. Les anneaux de gym, pourquoi? Déjà parce que c'est portable, donc c'est hyper pratique quand on est en déplacement ou même chez soi, c'est facile à installer. Ça permet de travailler quelque chose qui manque beaucoup, c'est tout ce qui est tirage. Et on peut travailler tout son corps avec des anneaux de gym. Et ce qui est très bien, c'est que les anneaux, c'est très modulable. C'est-à-dire qu'en fonction de la hauteur, de l'angle auquel tu vas te mettre et tout ça, tu peux faire un exercice, le rendre hyper facile si tu es débutant, et continuer ce même exercice et le rendre super difficile. Donc voilà, c'est très polyvalent et très pratique. Donc pour moi, c'est quelque chose de base qu'il faut avoir aussi dans ces équipements pour pouvoir s'entraîner de manière durable et développer les bonnes qualités. Évidemment, le travail au poids de corps, ce qu'on appelle aussi calisthénie. Donc là, l'avantage, c'est aucun matériel, c'est peu risqué, bien sûr, sauf si on fait vraiment n'importe quoi, des trucs vraiment très risqués, je sais pas, des pompes sautées en étant en équilibre sur les mains. Enfin voilà, je te dis des trucs un peu extrêmes à réserver aux gens qui font que ça. Et il y a surtout une grosse variété d'exercices et de protocoles. On va pouvoir travailler plein de qualités différentes en fonction du type de séance qu'on va faire. Donc ça aussi, hein, c'est pour ça que je le mets vers la fin, mais c'est plus vraiment quelque chose de ultra basique. Et c'est intéressant, j'en entendais souvent qui disaient avant de vouloir soulever des poids, déjà réussis à maîtriser ton propre poids, ton propre corps. Il y a aussi l'école du mouvement, donc tu pourras faire tes recherches. Si tu tapes Ido Portal, IDEO, plus loin PORTAL, c'est le maître de l'école du mouvement, c'est lui qui a créé ça. Et puis maintenant, il y a pas mal de coachs qui font ça. Il y a énormément de choses intéressantes dedans. C'est hyper varié, ça peut en tout cas travailler toutes les qualités dont je parle. Si c'est bien pratiqué, c'est vraiment très safe, mais encore une fois, il ne faut pas aller vers les extrêmes et il faut avoir un bon coach. Ensuite, on a tout ce qui est balistique, donc medicine ball, slam ball, pour pouvoir travailler tout ce qui est lancé. Ça a pas mal de bénéfices, notamment du gainage actif, des rotations, de la travail de précision, du travail d'absorption, pareil, absorption, restitution d'énergie. Et ça va permettre on a plein d'exercices qu'on peut faire et ça va permettre d'aller chercher des fois des amplitudes au niveau des épaules qu'on ne va pas faire, travailler les chaînes en croix du corps et tout ça. Donc, hyper important aussi et un outil assez pratique si tu n'en as pas. Par exemple, tu as un ballon de basket, ça peut faire l'affaire. Tu peux faire plein de choses avec les balles. Lancer, c'est une fonction hyper importante, je pense. C'est ce qui est, en tout cas dans l'évolution de l'être humain, ça a été hyper important, cette capacité de lancer. Ça nous a permis de chasser et tout ça. Donc, c'est quelque chose pour moi qu'il faut absolument maintenir dans la durée et continuer à développer. Alors la course, même si c'est quelque chose dont je ne suis pas fan, je pense que c'est important d'essayer de l'inclure, mais il y a différentes manières de faire ça. Donc d'abord, il y a le sprint. Le sprint, normalement, c'est plutôt essayer de courir à sa vitesse maximale, mais pour moi, ça peut être du sprint à 80-90%. On peut faire bien sûr du sprint à vitesse max, mais il ne faudra pas le faire tout le temps ou trop souvent. Pareil, c'est une question de risque. Donc, il faut déjà bien savoir quoi faire comme exercice pour diminuer tous les risques. Mais on voit des gens qui se font des claquages et tout en faisant des sprints. Donc, il y a un risque. Si on fait de la vitesse, on va dire à 80-90%, il y a déjà beaucoup moins de risques. Parce que souvent, il y avait même, je crois, une étude ou quoi qui disait que grosso modo, après 30 ans, les gens ne courent plus jamais à leur vitesse max ou ne sprintent plus jamais. Et peut-être même toi, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu peux te poser cette question, c'est quand la dernière fois que j'ai couru le plus vite possible? Et en réalité, je pense que si tu poses cette question à beaucoup de personnes, sauf s'ils font du sprint, que c'est déjà quelque chose qui est dans leur entraînement, il y a beaucoup de sportifs qui ne font plus de sprint ou n'en ont pas fait depuis très longtemps, des semaines, des mois, voire des années, peut-être même des décennies. Donc le sprint, c'est cool, je pense qu'il faut l'incorporer. Des courses de 200 à 800 mètres, c'est pareil ça au niveau des filières énergétiques pour le cardio, c'est assez intéressant. Éventuellement des distances plus longues,
mais moi, je recommanderais de ne pas dépasser les 10 km. Pourquoi? Pareil, on va dire le rapport risque et bénéfice, je le trouve, je le trouve pas top. Et si c'est quelque chose que tu kiffes et tu sens pas de douleurs qui sont occasionnées par ces séances-là, bah, continue, très bien. Et j'espère réellement pour toi que tu n'auras pas, tu vas pas en payer le prix 10, 20 ou 30 ans plus tard. Mais je pense quand même que ça fait notamment les courses très longues. Moi, tu vois, là, qui ai eu mon opération de la hanche, une des choses que je commence à pouvoir refaire et que j'ai pas pu faire les 5 dernières années, justement, c'est courir parce que j'avais perdu ma capacité d'absorption des impacts. Et j'étais capable de sauter sur mes 2 jambes et tout, mais courir, c'est-à-dire, au final, c'est une forme de saut sur une jambe. Et bien là, c'est là où je me suis rendu compte de l'impact qu'on prend quand on court. C'est que j'étais capable de faire pas mal de choses quand même, mais courir, non. C'était beaucoup, beaucoup trop. Donc, c'est pas anodin de courir. Et si tu fais un marathon, je ne sais pas combien tu fais de pas, mais ça fait un nombre d'impacts énorme. Et pour moi, ça ne peut pas ne pas avoir justement un impact négatif sur ton corps dans le long terme. Ensuite, bien sûr, je pense qu'il faut avoir une pratique technique, mais une pratique qui va être une pratique plaisir. Un sport, quelque chose, donc moi je vais dire quoi? Je vais dire forcément les arts martiaux, les sports de combat. Je trouve ça super important parce que c'est ça aussi qui va te motiver. Et c'est pas que le reste, ça ne doit pas être des obligations. Pour moi, il faut essayer de trouver du plaisir dans tout ce que tu fais. Mais ça peut être un moteur d'avoir une pratique technique que tu kiffes et que tu as envie d'améliorer par l'amélioration, on va dire, physique de tes qualités physiques. Ça peut être un vecteur de motivation. Et puis, c'est souvent complémentaire et ça ouvre plein d'autres possibilités. Comme je te disais, moi, j'aime pas courir. Donc, par exemple, pour le cardio, je vais plutôt faire du sac de frappe, du shadow à basse intensité mais assez long. Donc voilà, ça va t'ouvrir plein d'autres possibilités. Si tu vas en club, tu as la composante sociale qui peut être super cool aussi. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Après, il y a plein encore d'autres choses. Vraiment, je ne sais pas que la liste est infinie, mais il y a d'autres choses que j'ai forcément oubliées, des choses que je vais sans doute ajouter. Je vais continuer à te les partager dans le Padawan Club et dans le laboratoire du Padawan Club. Tu as le lien bien sûr qui est en description, comme je te l'ai déjà dit. C'est gratuit, notamment par exemple la respiration, j'en ai pas parlé, je me suis récemment formé dans une méthode qui s'appelle Oxygen Advantage et il y a vraiment plein de choses super intéressantes, que ce soit pour la santé, réguler son niveau de stress, il y a plein de choses, mais aussi pour les performances. C'est une méthode qui est vraiment basée sur la science et qui a des choses, je pense, que j'ai pas trop vues ailleurs, une approche vraiment super intéressante. Bon voilà, je te partagerai ça par la suite, mais c'est aussi un axe, je pense, qui est hyper important et à ne pas négliger, le travail de respiration. Et là, tu dis, mais attends Greg, tu parles pas d'étirement, tu parles pas de yoga, tu parles pas d'automassage, t'es sûr que tu es au bout de ta liste là? Alors déjà, je t'ai dit, la liste, elle n'est pas complète. Mais oui, c'est volontaire, je t'en ai parlé, je suis une formation de la méthode MAT, Muscle Activation Technique, et il y a une spécificité de cette méthode, c'est qu'ils sont anti-stretching, étirement sous toutes ses formes, et automassage. Pourquoi? Tout simplement parce que pour eux, ils disent que quand on va faire des étirements, qu'on va faire des automassages, ça va inhiber les muscles. C'est-à-dire que ça va en quelque sorte les désactiver et on va derrière avoir des compensations, comme je t'en ai déjà parlé, qui vont se mettre en place, qui vont derrière amener à des douleurs et puis des pathologies, des blessures et tout ça. Donc, ils sont anti-étirement, anti-massage. Pour moi, c'est très dur à accepter. Le coach avec qui je fais les séances en ligne, on a déjà eu plusieurs fois la discussion. J'ai, on va dire, pas mal d'objections à ça parce que pour moi, ça m'a quand même fait du bien. C'est quelque chose que je pratique depuis tellement longtemps dans mon parcours, les étirements, la souplesse, tout ça, que ce soit passive, active, les automassages, ça m'a beaucoup aidé et tout. Mais je suis aussi obligé d'admettre que j'ai quand même eu une prothèse de hanche à 45 ans, donc il y a forcément des choses sur lesquelles je me suis trompé. Et je prône de garder toujours l'ouverture d'esprit. Donc là, c'est très dur pour moi à accepter, mais j'ai envie de tester cette hypothèse. Donc là, je continue à faire mes recherches, à me former. Je vais faire des tests. Je vais essayer de suivre cette méthode, de ne pas faire d'étirement, de ne pas faire d'automassage. Ça va être très dur parce que j'en ai vraiment envie. Et de voir ce qui se passe. Donc sur ça, je ne peux pas te dire aujourd'hui oui, non. Et d'une manière générale, de toute façon, j'aime pas trop avoir une réponse
ferme et définitif parce que il y a 10 ans, j'aurais eu un discours complètement différent de celui que j'ai aujourd'hui. Donc, ça évolue, ça change. Pour moi, celui qui n'est pas capable de changer, je ne vais pas dire que c'est un imbécile, mais presque, il faut essayer de ne pas être dogmatique. Voilà. Il faut justement garder l'esprit ouvert, et même s'il y a des choses pour nous qui ont l'air vraiment hyper efficaces et qu'il y a quelqu'un qui vient avec un argument intéressant, qui tient la route, il faut l'écouter et il faut peut-être l'explorer avant de dire non, moi je sais, je suis certain de ça. Donc voilà, là c'est ce que je fais sur ce sujet-là, et pour l'instant, il faudra suivre mes expériences et je te partagerai tout ça au fur et à mesure. Bon, c'est pas encore terminé, mais on arrive bientôt au bout de cette vidéo. Donc là, tu te dis, ok, bon, j'ai bien compris et tout, mais Greg, ça fait trop de choses. Comment tu vas faire tout ça? C'est pas possible. Là, il faut un planning dédié à ça, il faut arrêter de travailler, il ne faut plus avoir de vie, il faut faire que s'entraîner. Et je suis complètement d'accord avec toi. L'idée, en réalité, c'est de ne pas tout faire en même temps. Sinon, c'est sûr que c'est ingérable. Il y a plusieurs stratégies qui vont te permettre, je pense, de réussir à aller, en tout cas, dans cette direction. La première, c'est trouver des activités qui vont travailler plusieurs choses à la fois. Je t'ai parlé du rope flow. Le rope flow, tu travailles donc de la rotation, de l'agilité, de la coordination, de la fluidité, du relâchement, plein de choses avec un seul entraînement. C'est basse intensité, tu peux le faire souvent et régulièrement et c'est presque infini, on va dire, ça va être stimulant en tout cas pour toi pendant très longtemps. Donc tu vois, c'est un exemple, avec un seul outil, tu vas travailler déjà plein de fonctions différentes. On travaille aussi le cycle de la marche, on le renforce grâce à voilà, plein de choses qu'on va pouvoir faire avec ce travail de corde. Donc voilà, rien qu'avec ça déjà, tu travailles plein de choses. Ensuite, tu peux travailler sous forme de cycle. Ça peut être des cycles de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, où tu vas plus te focus sur un aspect qu'un autre. C'est-à-dire tu peux maintenir les choses qui te font le plus plaisir, et puis si tu sens que tu as un gros manque peut-être voilà, de rotation dans ton corps, ou je sais pas, de mouvement de tirage et tout, tu vas pouvoir te concentrer sur un aspect en particulier, où tu manques de force, ou tu vois, et donc tu peux faire des cycles. En réalité, comme on n'a pas d'obligation de résultat, on ne fait pas de compétition, on fait ça pour se sentir bien dans son corps et être libre de faire ce qu'on veut avec son corps. Et à partir de là, c'est ça qui est top, c'est que on s'en fout si on arrête tel exo, tu deviens fort au sac de sable, bon tu le mets un peu de côté ou alors tu en fais beaucoup moins régulièrement. Tu vas peut-être perdre un peu en performance, mais tu vas aller gagner ailleurs. Et ce que tu as gagné au sac de sable, tu ne vas pas le perdre complètement. Tu reviendras rapidement au niveau, tu vas peut-être même dépasser ton niveau, mais en réalité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'avoir cette globalité qui permet de faire tout ce qu'on veut avec son corps. Et pour finir, une des choses les plus importantes, c'est de gérer les efforts et l'intensité des séances qu'on va faire. Ça, c'est crucial. C'est ça aussi qui va faire toute la différence entre avoir un corps qui va se blesser et un corps qui va se sentir bien. Donc vraiment, sois hyper vigilant là-dessus. La plupart du temps, il faut écouter son corps et son instinct. Tu vois, je prends l'exemple, mais ça m'arrivait en musculation de me mettre sous une barre ou de vouloir soulever une barre où là, je sens qu'il y a du danger, tu vois. Là, tu vois, quand tu vas faire un truc où tu dis, bon, je vais le faire, mais il faut vraiment pas que je me rate, sinon ça risque de faire mal. Ou tu sens que tu as un peu la pression et tout, tu n'es pas complètement serein avant de faire l'exercice. Mon conseil, ne le fais pas. Okay, ça n'en vaut pas la peine la plupart du temps. Fais-le, mais si tu as envie vraiment de le faire, fais-le, mais à un niveau légèrement inférieur, où là tu dis, bon, allez, là je sens que ça va être dur, mais ça va le faire, c'est pas un si gros challenge, tu vois. Ça, c'est pas évident, d'accord? C'est une mentalité qui va à l'encontre de souvent de ce qu'on nous montre, de ce qu'on nous dit et de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc par exemple, en termes de gestion de l'intensité aussi, ça peut être tout simple. Tu as fait une séance avec des sandbags assez lourds, une séance voilà, difficile. Le lendemain, tu ne vas pas te faire une séance avec des kettlebells. Ben non, tu vas plutôt faire du rope flow ou du shadow à basse intensité, tu vois. Et ça, peut-être pendant les 2 jours suivants. Donc, il faut ménager ses intensités, laisser du temps à la récupération, avoir des stratégies avec des exercices, des outils, des types de séances qui sont à basse intensité, qui te permettent peut-être aussi d'assouvir ton envie de mouvement, de bouger, de faire quelque chose, mais qui ne vont pas venir t'empêcher de récupérer et d'être bien.
Bon voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je serais vraiment curieux d'avoir ton avis sur tout ce que je viens de te dire, ces méthodes, ces exercices. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai aucune affiliation avec tous les outils que j'ai cités, mais j'ai tendance à oublier de mettre les liens. Donc cette fois, je vais essayer d'y penser parce qu'après, je vois des commentaires. On m'a posé des questions sur mon petit boîtier de champs électromagnétiques pulsés. Voilà, donc là, je vais mettre les outils. Il n'y a pas de lien d'affiliation. J'ai pas de code à vous fournir, malheureusement. Je pense que vous pouvez peut-être en trouver en allant chercher sur les réseaux et tout ça. Mais vraiment, voilà, j'ai encore d'autres outils. Moi, je suis un fan je suis un peu un geek de l'entraînement. J'adore tester des outils. Donc, il y a d'autres outils que je vous partagerai. J'essaie de faire le tri. Donc, j'achète, je teste. Je trouve si c'est bien, bah, j'en parle. Si c'est pas bien, tant pis pour moi, j'ai dépensé de l'argent. Et puis, peut-être que des fois, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà. Et encore une fois, dans le Padawan Club, je vous partagerai mes derniers achats, est-ce que c'est bien, est-ce que c'était pas bien et tout ça. Et puis, bah voilà, mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de tout ça, parce que le retour aussi de ceux qui me suivent, des gens qui font parfois de l'entraînement depuis très longtemps, qui ont leur propre vécu, leur propre expérience, c'est toujours enrichissant. Que je sois d'accord ou pas d'accord, ça m'amène des fois à des réflexions et ça m'aide aussi pour créer les vidéos. En attendant, je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.